Bonjour à toutes et tous. Un petit mot en premier lieu pour les anglophones. Hello everybody. If you want to follow the conversations in English, I invite you to choose English channel on the bottom of your screen by clicking on the button that looks like a globe. Thanks a lot. Je m'appelle donc Cordélia Salomazil, je suis doctorante à l'Université Grenoble-Alpes, donc UGA, et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec vous pour animer cet événement. Vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui et nous vous en remercions vivement pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez au doctorat en France et à l'Université Grenoble-Alpes en particulier. Alors avant tout, quelques consignes. Pour être sûr que tout se déroule dans les meilleures conditions, je vous remercierai de laisser vos micros et caméras désactivés. Vous pourrez en revanche poser toutes vos questions par écrit, en français ou en anglais, par l'intermédiaire du chat, et nous nous chargerons de récolter et de poser les questions pour vous. Alors il y aura 2 séquences aujourd'hui. Une table ronde qui évoquera le doctorat en général, avec des témoignages de doctorants, et ensuite, dans un second temps, nous nous axerons sur les aspects internationaux du doctorat. Et oui, 62% d'entre vous sont internationaux et issus de plus de 50 pays, d'après nos statistiques d'inscription à cet événement. Vous aurez donc, je pense, un intérêt certain pour cette thématique. Enfin, vous aurez l'opportunité de rejoindre une de nos 13 écoles doctorales thématiques pour pouvoir échanger, que ce soit avec la direction ou avec les doctorants. Alors, à l'Université Grenoble-Alpes, le doctorat est porté par le collège doctoral et c'est donc Fabrice Emerio, son directeur adjoint à mes côtés, qui va ouvrir ce forum. Bonjour Fabrice. Bonjour. Donc Fabrice, tu es directeur adjoint du collège doctoral, tu es également professeur des universités, c'est-à-dire enseignant et chercheur. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est que le collège doctoral ? Merci Cordélia. Alors le collège doctoral, comme tu l'as dit, c'est la composante de l'Université Grenoble-Alpes qui fédère l'ensemble des 13 écoles doctorales thématiques du site et qui a en charge la politique doctorale de l'établissement. Chaque doctorant est donc inscrit dans une des 13 écoles doctorales suivant sa discipline scientifique. Vous aurez d'ailleurs l'opportunité d'aller à leur rencontre tout à l'heure. Merci. Que représente le doctorat à l'Université Grenoble-Alpes ? Le doctorat à l'UGA, c'est environ 3000 doctorantes et doctorants, dont à peu près 45% sont internationaux, qui font au quotidien de la recherche dans nos laboratoires et qui participent donc fortement au rayonnement scientifique de l'université. C'est notamment cette qualité scientifique qui permet à l'UGA d'être au plus haut dans les classements français et internationaux. Faire un doctorat à l'UGA, c'est bénéficier du plus haut niveau de diplôme dans une des meilleures universités. Le doctorat français est d'ailleurs reconnu dans le monde entier, partout. Mais un doctorat à l'UGA, c'est un passeport vers l'emploi, et en particulier pour les carrières internationales, tant au niveau académique que dans l'entreprise. Sur ce dernier point, d'ailleurs, on peut citer le dernier classement qui positionne l'UGA comme première université européenne en matière de dépôt de brevets. Donc l'Université Grenoble-Alpes, dans son écosystème, adossé à de grandes entreprises, est un fleuron européen de l'innovation. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot aux étudiantes et étudiants ? Oui, alors j'aimerais simplement leur dire qu'il y a une très grande différence entre licence, master et le doctorat. Le doctorat, c'est une sorte de premier emploi. On peut faire un doctorat, d'ailleurs, de bien des façons, ce que l'on va présenter aujourd'hui. Mais ce qui réunit tous les doctorants, c'est qu'ils font de la recherche. Et dans cette période de grande transition écologique et sociétale, des enjeux majeurs sont devant nous, comme le réchauffement climatique, la transition écologique, la démocratie et ses représentations, les nouvelles économies, le droit international, les innovations technologiques, etc. Pour répondre à ces enjeux et trouver des solutions, nous avons besoin collectivement de la recherche dans tous ces domaines. Nous avons besoin de doctorants et de doctorantes. Et nous avons besoin de vous, de nos auditeurs. Alors j'espère que nous saurons les convaincre de postuler.
Je rends la parole à Cordélia, qui est doctorante à l'école doctorale ISCE, ingénierie pour la santé, la cognition et l'environnement, au laboratoire de recherche translationnelle et innovation en médecine et complexité, TIMC. Je préciserai qu'elle a été lauréate en 2024 de l'Académie de Grenoble du concours de vulgarisation scientifique Ma thèse en 180 secondes, et je la remercie d'avoir accepté d'animer cet événement. Merci beaucoup à vous, Fabrice. On va maintenant pouvoir débuter la table ronde panorama du doctorat. Alors l'objectif, c'est d'expliquer ce que c'est qu'un doctorat, pourquoi et comment on fait un doctorat. Vous allez vite constater que cela n'a pas grand-chose à voir avec les études que vous avez connues jusqu'ici. Donc pour cela, j'ai la chance d'avoir à mes côtés 4 intervenants que je vous propose maintenant de vous présenter. Alors, bonjour Candice, tu es donc docteur depuis 2 jours, donc d'abord bravo. Merci. Tu as effectué ta thèse à l'école doctorale Chimie et Sciences du Vivant, donc EDCSV, au sein de l'Institut pour l'avancée des biosciences, qu'on nomme aussi IAB. Et puis tu étais en CIFRE. Donc, c'est-à-dire que tu travaillais avec une entreprise, et plus spécifiquement, dans ton cas, c'était la Startup Innovation. Alors, est-ce que, Candice, tu pourrais nous dire quelques mots sur l'objet de tes recherches ? Oui, alors donc j'ai effectué ma thèse, c'était une collaboration donc entre l'IAB et Innovation. Et le but était de mieux comprendre une maladie vasculaire qui touche le cerveau des patients. Et donc d'un côté IAB, donc de recherche fondamentale, comprendre les mécanismes de la maladie. Et côté entreprise, développer un nouveau modèle pour tester des potentiels médicaments pour traiter cette maladie. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Camille, maintenant, bonjour. Bonjour. Tu es donc doctorante en 3e année à l'école doctorale Langue, Littérature et Sciences humaines au sein du laboratoire LITEAR en co-tutelle avec l'Université du Québec à Montréal au Canada. Oui. Alors, de la même façon, est-ce que tu peux nous préciser en quelques mots l'objet de tes recherches actuelles au sein de ton laboratoire ? Oui, tout à fait. Merci. Donc en fait, moi, je suis au croisement de la philosophie et des arts de la scène. Et donc, c'est une recherche qui est en philosophie plus axée sur l'épistémologie, donc tout ce qui relève de la connaissance, et comment en fait ce savoir-là, il peut être étudié d'un point de vue plus implicite. Donc ce qu'on fait plutôt à l'aide de notre corps. Donc les gestes, les postures, les mouvements en fait qu'on peut utiliser qui nous rendent crédibles, notamment quand on donne le partage du savoir. Et donc, je collabore avec des chercheurs en art de la scène pour aller justement observer cet aspect plus corporel. Et mon champ de recherche, il est plus au niveau du contexte d'apprentissage. Donc, je travaille avec des étudiants en fait, à l'université pour voir qu'est-ce que c'est en fait, que d'apprendre et comment on le fait aussi avec notre corps. Et pas seulement, du coup, dans le dialogue verbal. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et donc maintenant, Giovanni, bonjour. Bonjour. Tu es donc colombien, docteur à l'école doctorale électronique, électrotechnique, automatique, traitement du signal, donc EEATS, au sein du laboratoire technique de l'informatique et de la microélectronique pour l'architecture de systèmes intégrés, qu'on peut aussi appeler TIMA. Tu as soutenu ta thèse le 4 octobre de cette année, c'est-à-dire donc il y a quelques semaines. Donc, est-ce que tu peux nous préciser l'objet de tes recherches qui, je crois, était entre la physique et l'ingénierie quantique ? Oui, merci pour l'introduction. Moi, j'ai fait ma thèse au sein de ST Microélectronique, TIMA, le laboratoire TIMA. Et bon, en fait, le sujet de ma recherche, il a un enjeu avec les ordinateurs quantiques. C'est une nouvelle manière de faire des calculs qui surpasse un peu le calcul classique. Sauf que maintenant, on a fait beaucoup d'avancées sur la partie des qubits, c'est l'unité basique de chaque ordinateur quantique. Mais là, maintenant, il fallait faire la partie qui lie ensemble les ordinateurs quantiques, les qubits. Alors, ma thèse, c'est de faire l'électronique qui existe derrière les qubits. Il y a la partie de physique, il faut faire la recherche des qubits, de comment ça marche, et puis il y a l'électronique derrière, et puis comme c'est des objets qui sont très sensibles, il faut les mettre à une très basse température. On parle d'autour de 4 Kelvin, c'est presque la température absolue, et l'idée c'est de faire des circuits cryogéniques. D'accord. Et ça c'est un peu le parcours de ma thèse.
Très bien, merci beaucoup. Et donc Fabrice, on l'a dit, tu es donc directeur adjoint du collège doctoral, tu es aussi en charge de la scolarité, et puis tu es aussi professeur des universités. À ce titre, tu enseignes à Grenoble INP, donc au niveau d'NC Cube, et tu effectues tes recherches au sein du laboratoire SOL, Solide, Structure, Risque, donc 3SR, donc même sanction. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur tes recherches ? Alors, mes recherches, d'une façon générale, portent sur les ouvrages du génie civil, notamment les ouvrages, qu'ils soient production d'énergie, comme des barrages, des éoliennes, des hydroliennes, ainsi que les infrastructures de transport, donc les aspects notamment voies ferrées. Et je m'intéresse à l'interaction de ces ouvrages avec le sous-sol et également leur durabilité. Très bien. Merci beaucoup. Je vais donc rester avec Fabrice pour les premières questions. Alors tout d'abord, c'est quoi une thèse ? Ça dure combien de temps ? Et peut-être, est-ce que tu peux aussi nous repréciser ce que c'est qu'un doctorant ? Alors la première chose, donc, c'est quoi une thèse ? Eh bien, c'est un travail de recherche innovant qui est réalisé par le doctorant ou la doctorante pendant une durée qui peut, en termes de travail à temps plein, durer 3 ans, mais qui peut, en temps partiel, durer plus que ça. Donc vraiment, recherche sur un sujet nouveau pour lequel on n'a pas encore de solution ou de réponse à la question. Oui. Voilà un peu le doctorat. C'est le diplôme universitaire le plus haut que l'on ait en France et qui est tout à fait l'équivalent du PhD que l'on connaît à l'international. Voilà pour le c'est quoi une thèse ? Ouais. Sur le volet ce que c'est qu'un doctorant. Ce que c'est qu'un doctorant, voilà, c'est un objet un peu hybride entre étudiant et jeune professionnel. Ouais. Donc ça se traduit très souvent, dans la majorité des cas, par une thèse qui est financée avec un contrat de travail. Et donc on a véritablement l'association des études, d'un statut d'étudiant avec celui de salarié, ou en tout cas de personnel qui a un contrat avec un laboratoire et qui est en relation avec une école doctorale et une direction de thèse. D'accord. Tu as évoqué le mot étudiant. Alors, c'est quoi les grandes différences, justement, entre le master et le doctorat ? Alors, le master, on va dire, c'est le diplôme final de l'université classique, où l'étudiant suit des enseignements pour lesquels, dans une certaine mesure, les réponses sont déjà connues. Le doctorat, c'est un travail d'étudiant, comme on l'a dit tout à l'heure, qui porte sur un sujet plus pointu, sur lequel il y a des verrous scientifiques à lever, où d'une certaine façon, il n'y a pas encore de réponse connue. En tout cas, normalement, à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. D'accord. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors, la grande question, c'est aussi évidemment comment on fait une thèse. Donc, je vous propose de revenir sur le parcours de nos doctorantes et docteurs ici présents. Donc, Giovanni, toi, tu viens d'une île de 6000 habitants dans les Caraïbes. Alors, est-ce que tu peux nous dire en synthèse ton parcours d'études jusqu'à la thèse ? Okay. Bon, comme tu viens de le dire, je viens d'une petite île en Colombie. Elle s'appelle l'île de la Providence. On n'est que 6000 habitants et nous, on est très éloignés de la Colombie. Nous, on n'a même pas la même langue. Et notre langue maternelle, c'est un créole de l'anglais. Mais pour des raisons historiques, on fait partie de la Colombie. Et moi, je suis parti de chez moi depuis petit. J'avais l'âge de 12 ans. Je suis parti à Barranquilla, c'est la ville de Shakira. D'accord. Et j'ai fait mes études jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis je suis parti à Bogota. C'est l'Université nationale de la Colombie. Là-bas, j'ai fait mes études en génie électronique. Et j'ai fait un parcours classique. Et puis, au bout de 6 ans, il y avait un partenariat pour faire un double diplôme avec une école d'ingénierie ici à Grenoble. Et c'était à Felma. Je me suis postulé, j'ai appris le français. Je suis venu ici, j'ai fait mes études en microélectronique. J'ai fait un master pendant 2 ans.
Et puis à la fin de mes études, j'ai fait un stage dans un labo, TIMA. Et puis on m'a proposé de continuer en thèse. Et j'ai accepté, et c'est comme ça que j'ai fait ma thèse. Et 6 ans après, je suis ici avec vous. C'est un peu mon parcours, oui. Très bien, merci beaucoup. Candice, toi, donc, tu as commencé par une fac de médecine, si je ne me trompe pas, mais finalement, tu as décidé de te réorienter dans une licence internationale, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, après le bac, ça faisait déjà depuis toute petite que je voulais être médecin légiste pour essayer de mener l'enquête dans le cas de crimes ou même d'accidents, etc. Et la fac de médecine, ça n'a pas marché pour moi, mais par contre, j'ai découvert la biologie, comprendre comment le corps fonctionne. Et j'ai adoré, donc je me suis inscrite en fac de biologie. Et un peu par hasard à Grenoble, parce que je me suis dit qu'il y aurait un super cadre, les montagnes à côté, que la fac avait l'air dynamique. Donc j'ai déménagé à Grenoble. Et là, on m'a proposé de faire le parcours de licence internationale. Donc on est mélangé avec des étudiants internationaux. C'est moitié-moitié, moitié français, moitié étudiants internationaux, avec les cours en anglais. Et tout s'est bien passé. J'ai continué même en première année de master ici à Grenoble. Et là, c'était un peu plus compliqué. C'était dur. Et puis, je me retrouvais plus tellement dans les enseignements, où je perdais un peu la motivation. Du coup, j'ai fait une année de césure ensuite pour faire plein de stages dans des laboratoires, mais aussi en entreprise privée. Parce qu'à la fac, on nous parle beaucoup de la thèse, même dès la licence. Mais on nous parle peu des autres façons de travailler, pour moi, en biologie, où il y a des entreprises privées qui font ça aussi, donc je voulais découvrir ça. Et donc ce stage de césure, je l'ai fait à Innovotion, et ça s'est très bien passé. Et ensuite, j'allais me réinscrire en Master 2, cette fois-ci à l'université Claude Bernard de Lyon. Et là, l'entreprise m'a proposé, pour le stage de fin d'études de Master 2, de faire un stage déjà en collaboration avec un laboratoire de recherche publique. Et donc l'IAB, donc l'Institut pour l'avancée des biosciences, qui se trouve en fait à 2 rues à côté d'Innovotion, donc c'était très pratique. Et ainsi, j'ai commencé mon projet qui a ensuite donné l'objet de ma thèse lors de mon stage de Master 2. Et après, il nous a fallu quand même 1 an pour faire la demande de bourse CIFRE et comprendre comment ça fonctionne, parce que l'entreprise n'avait encore jamais fait cette démarche. Donc au final, j'ai eu aussi 1 an de pause entre la fin de mon Master 2 et puis le début officiel de la thèse, une fois que on a eu la réponse du financement CIFRE, et puis toutes les démarches administratives complètes. Voilà. D'accord, très bien. Et Camille, donc toi, tu as un parcours très international. Est-ce que tu peux aussi nous le raconter ? Oui. Alors, moi, j'ai commencé en France. J'ai fait une première année là-bas, à Lille, en fait, donc dans le Nord. Et donc, c'était en philosophie. Et moi, j'avais vraiment envie d'être avec plein d'étudiants et d'étudiantes, sauf que c'était à la Cato, donc l'Université catholique de Lille. Et ils venaient tout juste d'ouvrir le cursus en philosophie. Parce que souvent, en philosophie, on va à Lyon 3, qui est une université à côté, en fait, à Valenciennes, pas très loin, à Villeneuve-d'Ascq. Et donc, on n'était vraiment pas beaucoup d'étudiants, en fait, là où j'étais. Et il y avait un enseignant qui venait de Belgique, de Bruxelles, et qui nous a un jour dit « il y a des journées portes ouvertes à l'ULB, donc Université libre de Bruxelles ». Donc, j'y suis allée. Et il y avait plein d'étudiants. Là, je me suis dit « ok, je pense que j'ai envie d'explorer aussi. Ça me donnerait l'occasion aussi de quitter... la ville dans laquelle j'étais, découvrir peut-être aussi un autre pays. Alors, c'est quand même similaire, mais d'avoir un peu cette expérience-là d'aller autre part. Et donc, comme c'est des pays qui sont quand même proches, les démarches étaient aussi pas très compliquées. Alors, ça a quand même été toute une expérience. Mais j'ai réussi. En fait, dans les démarches administratives, il y a eu des petits soucis. Donc, la première année, j'étais candidate libre. Donc, ça veut dire que je peux pas valider toute l'année, que je peux seulement valider quelques cours. Et ensuite, j'ai fait toute l'année au complète. D'accord. Donc voilà, ça peut arriver dans un parcours, mais on fait quand même notre licence au bout d'un moment. Et donc voilà, donc j'ai fait ma licence de philosophie à l'ULB, à Bruxelles. Et puis ensuite, j'ai voulu aussi prendre une année de pause, parce que j'étais très intéressée, mais j'avais envie de savoir si c'est vraiment ça que je veux faire, parce que
en fait, c'est assez difficile, je trouve, quand on est jeune, de savoir vraiment vers quoi on veut aller. Et puis que ça peut vite s'enchaîner au final aussi. Et puis j'avais la possibilité de le faire aussi, donc c'est une chance. Je suis partie en voyage pendant 1 an, puis j'ai travaillé aussi, donc ça m'a permis d'être un peu en dehors du monde universitaire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de poursuivre la recherche. Et donc, effectivement, avec le master, on a déjà une réponse. Enfin, on sait déjà un peu vers où on va. Et donc, j'avais entendu parler, en fait, d'un master en philosophie à Montréal, à l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal. Et pendant mon voyage, du coup, j'ai candidaté. J'ai envoyé un dossier qui a été accepté. Donc, j'ai eu de la chance qu'il soit accepté aussi. Et puis, donc, je suis arrivée en 2018. Donc, j'avais fait 1 an avant de voyage. Avant, j'étais donc en Belgique. Donc, en 2018, je suis arrivée à Montréal et là, j'ai commencé mon master. Puis, j'étais intéressée aussi parce qu'il proposait une concentration en études féministes. Donc, ça faisait comme quelque chose qui s'ajoutait aussi à mon cursus en philosophie. Donc, c'est ça aussi qui m'a attirée. J'avais regardé le programme et ce qu'il proposait. Et donc voilà, après le master c'est un peu différent au Canada. On n'a pas par exemple un M1 et un M2. Donc en fait, par exemple moi mon master je l'ai fait en 3 ans et c'était quelque chose de tout à fait normal. D'accord. Donc en fait dès le départ on te propose de faire le master. Au Québec on tutoie très vite. Voilà, en tout cas. Et donc voilà, donc j'ai fait ce master en 3 ans et en fait j'ai continué avec la même directrice pour ma thèse. Donc je voyais qu'on avait aussi une relation professionnelle qui était stable, enfin en tout cas dans laquelle j'avais confiance. Et mon sujet en fait était un approfondissement de ce que j'avais fait au master. Et elle était ouverte aussi à un aspect pratique parce que je voulais vraiment donner de la place à l'expérience du corps. Donc voilà, et donc j'ai commencé ma thèse comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Donc on l'a vu, pour faire une thèse, il y a une grande diversité d'accès. C'est ce qui a été illustré avec l'ensemble des récits. Donc Fabrice, pour candidater en thèse, quels sont les prérequis finalement ? Alors le prérequis essentiel, c'est un diplôme de master. Donc pour les étudiants nationaux, c'est-à-dire français ou étrangers, mais qui ont obtenu un diplôme en France, c'est le diplôme de master, avec toutes les spécialités qui peuvent exister. Pour les étudiants internationaux, la chose est un tout petit peu différente, puisqu'on passe par une inscription, un processus d'inscription dérogatoire. Et donc, il y a une commission au niveau du collège doctoral, une commission spéciale qui étudie très régulièrement les demandes d'inscription. Et pour des étudiants internationaux, on va étudier l'équivalence de leur diplôme d'origine avec le master français. On va s'assurer qu'en termes de discipline scientifique, niveau scientifique, on soit équivalent. On va aussi s'assurer qu'il y ait dans le cadre de ce diplôme une expérience de la recherche, un petit peu à l'équivalence d'un stage de M2, d'un projet de recherche, avec une production écrite notamment, un rapport, etc. Voilà. Donc diplôme de master, ou pour les internationaux, un diplôme que l'on va étudier spécifiquement pour s'assurer de l'équivalence. D'accord. Et quels sont les grands acteurs qui gravitent finalement autour du doctorant ? Alors, l'acteur principal, on va dire, qui chapeaute tout, c'est le collège doctoral, qui notamment va s'occuper de tous les aspects inscription, gestion de l'étudiant jusqu'à la diplomation. C'est à l'intérieur de ça l'école doctorale, suivant la spécialité ou la thématique scientifique de la thèse. Et puis, on va avoir en interaction, je dirais, très forte avec le doctorant, le directeur de thèse, et nécessairement son laboratoire de rattachement. Comme ça a déjà été évoqué, on a la possibilité d'avoir des thèses en collaboration avec des entreprises ou avec d'autres structures. Effectivement, ça peut être des acteurs supplémentaires dans le processus de thèse. D'accord. Et à ce propos, justement, Camille, Candice, Giovanni, est-ce que vous pourriez nous dire concrètement, au regard du parcours que vous venez de nous exposer, comment vous avez trouvé votre sujet de thèse, votre encadrement, votre laboratoire et vos financements ? Je ne sais pas si l'un d'entre vous peut-être veut se lancer. Allez, je commence. J'en ai parlé rapidement lors de la présentation du parcours. Donc moi, j'ai trouvé le sujet grâce à cette année de césure qui m'a permis de faire des sortes de rotations dans les différents laboratoires grenoblois.
C'était donc une collaboration qui était amenée à démarrer parce que l'IAB et l'entreprise voulaient faire un projet commun. Et puis, ils cherchaient un étudiant. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai pu commencer ce stage. Et après, l'idée de continuer en thèse s'est fait au cours du stage. Et là, donc on s'est renseigné sur qu'est-ce que c'est les démarches pour demander une bourse CIFRE. Ouais. Et ainsi, on a construit le projet de bourse CIFRE ensemble, vraiment du début en fait. Oui. Donc on a construit ensemble le projet avec l'entreprise et avec ma directrice de thèse qui est dans l'Institut pour l'avancée des biosciences. Et ensuite, on a déposé ce projet auprès de l'ANRT, donc l'Association nationale de recherche et des technologies, qui décide en fait l'attribution des bourses CIFRE. Mais je sais que pour les bourses CIFRE, il y a aussi des forums qui sont organisés pour faire se rencontrer les industries et les étudiants qui souhaitent faire des thèses CIFRE. Donc c'est un forum qui a lieu en général à Paris. Il y a également des annonces en fait des thèses CIFRE qui ont déjà un financement mais pour qui il manque un étudiant. Et ça, c'est publié sur le site de l'ANRT. Voilà, donc il y a plusieurs façons d'arriver à la bourse CIFRE. Ouais. On peut monter le projet quand on a déjà le contact avec l'entreprise, avec le laboratoire, comme on peut essayer de postuler à une offre d'une thèse qui a déjà... Le projet est déjà monté, le sujet nous plaît et on postule pour la faire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Et pour vous? Je peux continuer? Ok. Moi, c'était en continuité avec mon sujet de master. Donc, la question, c'est bien qu'est-ce qui nous a amené à faire un doctorat? D'un point de vue concret, en fait, comment est-ce que vous avez trouvé à la fois votre sujet, votre encadrant, votre financement? Ok. Ouais. Alors, c'est ça. Moi, c'était pas mal en continuité avec ce que j'avais déjà fait. En fait, j'ai vraiment hésité à continuer au doctorat. Je trouvais que ce que j'avais fait au master, c'était déjà bien. Mais c'est ça, j'hésitais parce que, effectivement, le doctorat, c'est quand même plusieurs années en plus. C'est du temps pour de la recherche aussi. Donc, est-ce que je me lance dans un travail tout de suite ou alors est-ce que je garde encore un peu quelques années pour faire de la recherche? Et j'ai vraiment longtemps hésité. Et en fait, j'ai regardé des articles dans la bibliothèque en ligne de l'UQAM, du coup, l'université au Québec. Je regardais quelques articles sur des thèmes que j'avais faits dans mon master. Et en fait, je trouvais ça super intéressant. Et je me disais, mais j'aimerais bien, en fait, moi aussi, écrire, questionner davantage ce projet. Et surtout, j'avais vraiment envie d'avoir un aspect pratique que j'avais déjà nommé, en fait, au master. Et on m'avait dit, mais c'est... En fait, là, c'est pas ce qu'on attend d'une recherche en master. Donc, du coup, c'est quelque chose que tu pourras éventuellement faire plus tard. Mais nous, on n'a pas les moyens de... Enfin, je veux dire, la possibilité. Puis, au niveau du temps et des conditions que tu as pour le master, c'est pas quelque chose qu'on peut envisager. Donc, j'étais un peu restée avec cette envie-là. Donc, j'avais fait un grand tableau en me projetant sur les 3 années, que ce soit au niveau du financement, du temps que je pourrais avoir pour faire cette recherche, l'aspect pratique. Puis, j'ai fini par me décider et puis de m'inscrire. Et donc, au niveau de la directrice de thèse ou du directeur de thèse, j'ai demandé à ma directrice du master si elle était intéressée, disponible pour continuer. Et en fait, au Canada, enfin en tout cas à l'UQAM et dans plusieurs autres universités au Québec, on a plein de bourses auxquelles on peut postuler. Donc, il y en a qui sont sur plusieurs années, il y en a qui sont sur un semestre. Et donc là, il y avait des démarches à faire de ce côté-là aussi. Et... donc voilà, le sujet plutôt similaire, la directrice était aussi similaire. Puis le financement, c'était des candidatures que je faisais à chaque semestre, tout en préparant aussi sur plusieurs mois celles qui sont pour plusieurs années. D'accord. Donc voilà, et puis donc à l'UGA, c'est encore une autre étape dont on discutera un peu plus tard, mais c'est arrivé au cours de ma thèse. D'accord. Voilà. Merci. Et toi, Géved? Alors, moi, c'était similaire. C'est-à-dire que je faisais mes études en master et j'ai hésité si continuer en thèse ou rester juste en master. Sauf que je pense que une de mes envies de venir en France, c'était surtout le fait que moi, je voyais la France comme ce pays qui a... Vous savez, la France, c'est un pays qui a beaucoup d'histoires scientifiques. Puis il avait des philosophes, il avait des mathématiciens, il avait des chercheurs qui ont beaucoup apporté
au niveau scientifique, au niveau mondial. Et ça m'a beaucoup motivé pour continuer en thèse. Je me suis dit, OK, je veux faire partie de ça, de faire ma petite contribution. Puis, pendant mes études, il y a un cursus appelé Research and Laboratory Research, quelque chose comme ça, où l'idée c'était de faire un petit stage une fois par semaine dans un labo et choisir un sujet lié à la microélectronique. Et moi, je me suis postulé et j'ai vu que parmi les offres, il y avait le sujet de la quantique qui m'a beaucoup passionné depuis longtemps. Et j'ai postulé, j'ai fait mon séjour au labo. Et puis, j'ai discuté avec mon directeur de cursus. Il m'a demandé si moi, je voulais continuer en thèse. J'ai accepté. Et puis, c'était comme vous, nous, on a déposé un dossier à la ANRT. Et puis, c'était une thèse chiffre avec ST. Alors, du coup, on a dû faire le dossier et mettre le sujet de thèse. Et puis, c'était un sujet qui était déjà proposé. C'est-à-dire que moi, j'avais juste dû accepter. Et c'est comme ça que j'ai eu déjà le financement qui vient de ST. Et puis, mes directeurs de thèse et le sujet. D'accord. Oui. L'occasion aussi de rappeler que si l'institution vérifie que l'étudiant a le niveau pour être recruté, c'est aussi important que l'étudiant lui-même vérifie aussi si l'équipe et les conditions d'accueil lui conviennent. Alors Fabrice, on constate au regard de l'ensemble des témoignages qu'on vient d'avoir ensemble, une différence quand même de pratique entre les domaines des sciences humaines et sociales et les domaines sciences, technologies de santé. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner quelques précisions ? Alors, fondamentalement ou d'un point de vue légal, je dirais, il n'y a pas de différence entre une thèse dans un domaine sciences techno-santé ou sciences humaines et sociales. C'est plutôt en termes de fonctionnement que les choses peuvent apparaître différentes. Alors sans que ça soit blanc ou noir, hein, on a véritablement toute une diversité qui est possible. Cependant, ce que l'on peut observer de manière assez marquée tout de même, c'est que du côté des thèses qui se font dans le domaine sciences techno-santé, on est plutôt sur un processus où l'étudiant, enfin le doctorant, finalement répond à une proposition de sujet, soit qu'elle émane du directeur de thèse, soit qu'elle émane d'une entreprise ou d'un laboratoire de manière plus générale. Et donc on a, je dirais, ce côté candidature à un sujet, et avec un financement qui, en général, est associé, je dirais, à 100%. Du côté des sciences humaines et sociales, on est plutôt sur un processus où le candidat doctorant a proposé un sujet, à le faire valider d'un point de vue de l'état de l'art, de l'intérêt du sujet, et à convaincre un directeur de thèse de s'engager dans l'encadrement de la thèse. Le financement n'est pas nécessairement toujours associé, même si l'établissement souhaite que la majorité, l'intégralité des doctorants aient un financement pendant leur thèse. Et ça peut se traduire également par, dans ces domaines-là, des thèses qui se font en plus que 3 ans. Donc, je parlais tout à l'heure de temps partiel. Ça peut être une activité, une coactivité, je dirais, entre la recherche et un travail salarié par ailleurs, par exemple, et qui peut amener à une thèse qui dure 5 ou 6 ans. Donc, voilà, comme si c'était 3 ans, mais à temps partiel. De manière assez simple, la différence que l'on peut observer entre les deux grands domaines. D'accord. Et parmi les étudiants de ce forum, la plupart d'entre eux ne sont pas forcément à Grenoble, voire ils sont à l'étranger. Alors, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait pour trouver un sujet de thèse ? Alors, on a plusieurs façons. Je le disais tout à l'heure, certains sujets sont déjà établis par un futur directeur de thèse et un laboratoire. Certains sujets ont déjà un financement qui est associé. Donc là, on va être plutôt sur une proposition de sujet à laquelle on va pouvoir postuler et que l'on va trouver sur différents sites, différents forums. On parlera tout à l'heure, je pense, de Campus France, qui est un relais d'information, mais il y a d'autres
d'autres sites, d'autres outils qui peuvent être utilisés pour accéder à l'information d'une proposition de thèse. Donc après, on va dire, on postule et puis il y a un processus de sélection qui peut prendre place. Dans d'autres cas, c'est l'interaction entre le futur doctorant et le futur directeur de thèse qui peut être fait directement. Alors souvent, quand on a des candidats internationaux, ça passe par un contact pris par un de leurs enseignants localement qui est en relation soit de recherche, soit d'enseignement avec des chercheurs en France. Donc ça peut aussi se passer par ce biais-là. Oui, ou lorsqu'on identifie peut-être qu'on veut travailler sur un sujet en particulier. Exactement, ouais. La prise de contact est peut-être aussi... Ouais. D'accord. Et même question, du coup, pour ces étudiants qui ne sont pas forcément à Grenoble ou qui sont à l'étranger, comment est-ce qu'on trouve aussi un financement au-delà du sujet de thèse ? Alors, notamment pour les étudiants étrangers, donc, le financement, c'est soit le sujet de thèse lui-même qui a déjà son financement. Donc, on a mentionné le cas des thèses CIFRE, mais on a aussi... tout un volant de sujets de thèse qui sont financés soit par l'intermédiaire de projets ANR ou d'autres ADEME ou d'autres structures nationales françaises qui peuvent fournir des financements de thèse, soit des financements qui sont par le biais d'agences européennes. Voilà, donc on peut aussi avoir ces financements-là. C'est un petit peu le même contexte. Hein. Le sujet est associé à un financement quasi certain. Pour les étudiants internationaux, l'autre possibilité, c'est aussi de passer par un financement de leur propre pays ou un financement qui va être accordé par la France dans le cas d'accords bilatéraux. Donc voilà, ça c'est aussi une source de financement qui peut être trouvée directement dans le pays d'origine. Et puis la troisième possibilité de financement, c'est la candidature à des bourses de recherche qui sont managés, qui sont pilotés par l'université et qui sont auxquels on peut accéder au niveau des différentes écoles doctorales. Donc tous les ans, on va dire à peu près au printemps, on a des campagnes d'appel à candidature pour des financements spécifiques dédiés, complètement gérés par les écoles doctorales. Pour l'ordre d'idée, c'est à peu près tous les ans, on démarre à peu près 700 thèses à l'UGA. Une vingtaine de pourcents correspondent à ces contrats doctoraux, donc attribués par concours par les écoles doctorales. Tout le reste, ce sont les autres financements que l'on parle de projets ANR, de projets européens, de thèses CIF ou de financement de bourses qui viennent des pays d'origine. D'accord, la transition est toute trouvée justement pour parler des thèses CIFRE, puisque à l'UGA, 10% des thèses sont des thèses CIFRE. Donc je vous propose qu'on s'arrête quelques minutes sur ce format de thèse, parce qu'il présente plus beaucoup d'intérêt, et en fait il n'est pas toujours très bien connu, hein, on l'a dit. Donc, on l'a vu, hein, toi, Candice, c'est avec ce format-là que tu as effectué ta thèse. Donc, pour rappel, une thèse CIFRE, c'est une thèse qui se fait entre un laboratoire de recherche et une entreprise, ou alors une collectivité territoriale d'accueil. Le doctorant recruté, il va bénéficier d'un CDD de 3 ans, voire d'un CDI. Et puis, il y a un salaire minimal qui est de 23 484 €. Alors, l'État français, il donne une subvention aux entreprises qui recrutent justement en thèse CIFRE. C'est donc assez avantageux finalement pour elles. Il faut quand même savoir qu'il n'y a que 10% des thèses CIFRE qui vont effectivement rester au niveau de salaire minimal que je viens de vous citer. En général, on va plus être autour de 31 000 € et ça peut même monter. Hein, on a des montants de thèse qui sont au-delà de 60 000 €. Donc, comme le doctorant, il a un pied dans l'entreprise, il y a un fort pourcentage d'embauche à la suite de la thèse. La statistique qu'on a, c'est environ 90% 6 mois après la fin de la thèse. Et puis, la CIFRE, c'est aussi possible en étant étranger et en étant en co-tutelle. Donc, Candice, est-ce que tu peux nous faire part de toi, l'expérience que tu as eue vis-à-vis de la thèse CIFRE, notamment qu'est-ce que ça t'a apporté et d'un point de vue un peu concret, quelles ont été les démarches auxquelles tu as été confrontée ?
Oui, alors moi, donc concrètement, le fait d'être en thèse CIFRE, c'était que j'avais 2 laboratoires différents. Donc j'avais mon laboratoire public, de recherche publique, et j'avais le laboratoire qui correspondait au département R&D, recherche et développement de l'entreprise. Du coup, j'avais ma directrice de thèse qui était dans l'Institut de recherche publique et un co-encadrant scientifique aussi dans l'entreprise. Et pour mon cas, en tout cas, c'était vraiment très... la collaboration était très proche, donc toutes mes réunions pour présenter mes résultats étaient en présence souvent de mes 2 encadrants, avec chacun qui donnait leur avis ou des pistes, etc. Donc c'était vraiment une super collaboration. Après, le sujet avait quand même un but d'application pour l'entreprise. Donc le but, c'était de développer une nouvelle application de leur modèle. Et ça, je pense que ça peut aussi convenir à des personnes pour qui certains sujets de recherche fondamentale peuvent sembler trop abstraits. Là, c'est des sujets quand même assez appliqués. Donc ça peut être un avantage si on cherche vraiment un sujet appliqué. Et après, le fait d'être dans un environnement d'entreprise, déjà, ça nous permet de savoir comment ça fonctionne. Même si nous, on n'est pas au contact des clients, hein, nous, on est vraiment dédié à un sujet de recherche. Mais je voyais que mes collègues dans l'entreprise, voilà, comment ça se gère un contrat avec un client, avec des expériences derrière, parce que c'était une entreprise en biotechnologie. Donc voilà, c'était très intéressant de voir le cadre de l'entreprise appliqué à la biologie. Et après, sinon, les petites spécificités, c'est que en faisant une thèse CIFRE, on n'a pas les heures de formation qui sont appliquées à l'insertion professionnelle, qui sont obligatoires normalement en thèse. Là, le fait d'être en thèse CIFRE, on considère que cet environnement dans l'entreprise vous permet déjà d'avoir des enseignements sur l'insertion professionnelle. Après, une particularité aussi, ça peut être l'aspect confidentialité et propriété intellectuelle des résultats. Et ça peut être vraiment quelque chose de très différent avec un laboratoire public où on est encouragé à beaucoup communiquer sur nos résultats, sur la science, et ce qui est normal. Et en entreprise, ça peut être un peu différent. Voilà, il y a des résultats qui peuvent être valorisés ensuite par un brevet. Et à l'UGA, il y a beaucoup de brevets déposés. Et ça donne un contexte un petit peu différent des autres étudiants en recherche publique. Donc, de faire attention à qu'est-ce qu'on divulgue lors de nos congrès, comment on valorise nos résultats, parce qu'il y a une entreprise derrière qui doit aussi valoriser notre travail de recherche. Voilà. Très bien, merci pour cette réponse très complète. On va maintenant peut-être s'intéresser aussi aux motivations. Vous l'avez déjà un peu évoqué, mais finalement, pourquoi vous avez choisi de faire une thèse ? Est-ce que c'est vraiment une vocation pour la recherche ? Pourquoi vous êtes engagé dans ce processus ? Giovanni, peut-être pour commencer, toi qui donc avais fait des études d'ingénierie, quel intérêt de faire une thèse lorsque finalement on a fait déjà ces études d'ingénierie, qu'on sait qu'on peut être recruté assez facilement après son diplôme. Toi, pourquoi est-ce que tu as voulu t'engager pour autant dans cette thèse ? Tu as commencé à nous expliquer un peu déjà tout à l'heure, mais... Moi, depuis petit, je m'intéressais beaucoup à ce sujet de la quantique. Même quand j'étais en Colombie, je prenais des cours de quantique, de divulgation. Et moi, je pense que j'ai pas fait la physique, c'était parce que je me suis dit, je fais ça en Colombie et je vais pas trouver un travail stable, alors que si je fais l'ingénierie, je peux peut-être en profiter d'un travail et faire un peu, entre guillemets, ma passion. Parce que le fait de venir en France, c'était inattendu. Je me suis postulé à l'aveugle, je me suis dit, bon, ça va jamais se faire. Non. Et puis j'étais ici, j'étais pris par surprise. Puis comme je disais, c'est surtout le rayonnement de la France à l'étranger. C'est la partie scientifique qui m'a beaucoup motivé. Et moi, j'étais pas sûr de faire une thèse au début. Parce que, comme tu viens de le dire, non, on peut ensuite continuer au niveau industriel. Mais je me suis dit, c'est un défi. Je vais faire des connaissances. Je vais peut-être pouvoir partir à l'étranger, aller dans des conférences et tout. Et c'est une partie qui m'a motivé, non ? Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, non, c'est
de me dire que je fais partie de ce pays qui a fait tout ce bagage scientifique derrière et d'apporter avec ma petite thèse. Et moi, je voulais faire partie de ça. Et c'était ma principale motivation. Oui. Et vous, justement, Camille et Candice, vraiment en 2 mots, hein, mais qu'est-ce qui vous a motivé à faire justement une thèse? Tu as évoqué tout à l'heure que tu avais beaucoup hésité, tu avais fait un tableau comparatif. Puis finalement, c'est en quelques mots, hein, mais c'est quoi qui a été le facteur qui t'a décidé? En fait, c'est que je pense que je voyais pas bien quelle perspective je pouvais avoir aussi après la thèse. Parce que je voyais par exemple l'envie de faire une recherche, mais j'avais aussi envie que ça m'aide au-delà du temps de la thèse. Et j'ai, depuis, je sais pas exactement, ça fait plus de 10 ans aussi que je fais une autre pratique, mais qui a certainement un autre nom en France, ça s'appelle la massothérapie. Donc c'est l'accompagnement thérapeutique avec le corps. Et c'est aussi pour ça que je m'intéressais à la pratique. Et en fait, en ayant connaissance de ce monde-là, qui est plus un monde de la formation du coup, j'avais envie en fait que ce que j'ai appris avec la philo puisse contribuer à ce monde de la formation. Parce qu'il y a aussi des enjeux éthiques, le contact avec le corps, aussi quand on travaille avec une personne, elle réalise des choses aussi, quand elle est touchée, il peut y avoir des émotions, mais il peut y avoir aussi des souvenirs ou des compréhensions de soi ou plus larges. Et donc j'avais l'impression d'avoir aussi plein de bagages en philosophie qui pouvaient être intéressants, et je me suis dit, peut-être que la thèse, ça va pas être seulement une recherche, mais aussi une formation professionnelle dans laquelle je peux lier 2 pratiques que jusqu'à maintenant j'ai maintenues séparées. Et donc là, ça m'a semblé beaucoup plus intéressant aussi pour moi, parce que j'arrivais à me projeter dans quelque chose au-delà aussi du temps de la thèse. Parce qu'en philosophie, en tout cas, quand on parle de la thèse, c'est le projet en soi. Ouais. C'est être une personne en recherche. Alors, mais en fait, toi, tu voyais au-delà. Oui, voilà. Je comprends. Et voilà. Toi, Candice? Et pour moi, c'est vraiment, depuis petite, j'avais envie de comprendre les choses, enquêter, savoir comment fonctionne le vivant. Et en fait, ça me paraissait naturel d'apprendre tout ça sur les bancs de la fac en licence et master. Mais après, moi, d'aller plus loin, d'apporter ma pierre à l'édifice. Et puis surtout, les stages faits lors des masters, ça m'a vraiment convaincue, d'être en laboratoire, de mener mes expériences, d'avoir ce suspense, de savoir si ça fonctionne ou pas, si on est sur la bonne piste ou pas. C'est hyper stimulant, et du coup, je savais déjà que je voulais faire une thèse, et les stages m'ont convaincue. Oui, ça t'a convaincu. Ouais. Donc pour rappeler aussi quelques chiffres, le doctorat, c'est l'assurance d'un travail, puisque 98% des doctorants ont un travail après leur thèse. 92% se déclarent satisfaits, voire très satisfaits de leur situation. Et la très grande majorité indique que le doctorat a été déterminant pour eux pour trouver du travail. Donc ça peut être aussi des facteurs de motivation. Alors vraiment très rapidement, mais est-ce que maintenant vous pouvez aussi nous dire justement ce que vous allez faire par la suite? Giovanni, par exemple, tu poursuis comment? Et moi, je veux travailler en industrie et faire de la recherche en ordinateur quantique. Ok. Moi, en fait, dans le cadre de ma thèse, je fais aussi des vacations, donc je donne des cours en philosophie et en art de la scène. Et du coup, aussi, cette expérience-là d'enseignement, ça me permet de prendre confiance aussi dans cette profession-là. Et donc, j'aimerais bien, après, poursuivre à enseigner et puis éventuellement mettre en place une formation. On en parlera peut-être un peu après, mais dans le cadre de ma thèse, je fais des recherches-actions. Donc, c'est des recherches pratiques avec des étudiants. Et c'est comme si, finalement, dans ces recherches-actions, je teste un prototype d'enseignement à viser ensuite de le transmettre après la thèse. Donc, ça pourrait être prendre des débouchés potentiels. Et toi, Candice? Et pour moi, je ne me suis pas encore décidée entre continuer dans la recherche publique ou dans le privé. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Mais par contre, j'ai adoré l'expérience de la thèse, et je compte faire un post-doc pour me laisser encore quelques années pour décider. Très bien. Voilà. Super. On l'a dit brièvement, on peut préparer son après-thèse aussi en développant des compétences lors de son doctorat. Alors Fabrice, qu'est-ce qui existe justement comme dispositif, et de quelle aide je peux bénéficier en quelques mots?
Alors, ça a été évoqué tout à l'heure par ma voisine, sous l'angle, je dirais, simplificateur du processus CIFRE qui permet de ne pas faire un certain nombre d'enseignements. Donc, d'une manière générale, associée à la thèse, il y a une exigence de suivi de formation. Donc ça correspond à un minimum de 120 heures sur l'ensemble du doctorat, qui sont rangées en 3 catégories. Une partie formation, on va dire professionnelle, ou en tout cas à l'après-thèse, des formations thématiques plus scientifiques liées au domaine de la thèse, puis d'autres formations un petit peu plus génériques. Dans ce même domaine, on a la possibilité aussi de valoriser des pratiques d'enseignement, donc des vacations par exemple, à l'université, dans les différents établissements. C'est aussi quelque chose qu'on peut valoriser en tant qu'équivalence d'heures de formation. Ce qui est véritablement proposé, c'est notamment sur la partie projet professionnel, ce qui vraiment est proposé, c'est un accompagnement au développement des compétences, à l'identification des compétences d'un jeune docteur, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est tout à fait évident. On s'en rend compte un petit peu a posteriori, en ayant un peu pris du recul par rapport à la thèse, mais finalement, on a appris beaucoup de choses, pas simplement dans le domaine spécifique de sa recherche, mais aussi dans un cadre, dans un environnement général de la recherche ou de la R&D dans le cadre de la thèse, qui peut être aussi valorisé et valorisable dans un projet professionnel, qu'il soit ou pas dans le domaine académique, dans le domaine de recherche publique ou dans le domaine de la recherche privée. On a vraiment, on développe, voilà, pendant l'ensemble de la durée de thèse, on peut développer des compétences qui sont valorisables d'une façon par la suite. Exactement. Très bien. Je vous propose, avant de conclure cette première table ronde, qu'on prenne juste quelques minutes pour répondre aux premières questions. Alors, la première question, c'était quelle moyenne faut-il pour être accepté en doctorat? Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un nombre. Je peux répondre, effectivement, dans le processus d'acceptation en thèse. Effectivement, il y a un dossier académique qui est à transmettre. Les écoles doctorales sont attentives au niveau académique des futurs inscrits. Alors, il n'y a pas de valeur minimum de moyenne à obtenir, mais on s'intéresse effectivement à la qualité académique du parcours, notamment en master 1 et master 2. On ne s'intéresse pas que aux résultats en termes de stage de recherche, enfin, aux projets de fin d'études, mais aussi aux activités académiques avant. Oui, c'est une évaluation globale plus qu'un chiffre. Quoi. Et est-ce qu'il existe une limite d'âge pour faire une thèse ? Non, il n'existe pas de limite d'âge. Alors, j'ai déjà eu la question l'année dernière ou il y a 2 ans, et j'ai dit que moi, personnellement, une fois que je serai en retraite, peut-être que je chercherai à faire une thèse dans un autre domaine que le mien, et ça sera tout à fait possible. D'accord, donc de la même façon, pour la personne qui nous demande s'il est possible de faire une thèse alors qu'on a fini son master depuis 6 ans, donc quand on a par exemple arrêté des études et travaillé en entreprise, c'est possible. C'est possible également. Alors, c'est vrai qu'on sera... au moment de l'inscription, on sera un petit peu attentif à ce qui s'est passé entre les deux et notamment à la capacité du candidat ou de la candidate à redémarrer une activité de recherche. Voilà. L'idée, c'est de ne pas mettre une personne en danger par rapport à cette... Ouais, bien sûr. Exactement. Et peut-être juste rappeler, est-ce qu'on peut faire sa thèse en anglais si on ne parle pas bien français ? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une possibilité. C'est une possibilité que d'ailleurs, quand on a vu les chiffres, 40%, plus de 40% des doctorants et doctorantes à l'UGA sont internationaux. Je n'ai pas de statistiques à donner, mais un certain nombre d'entre eux rédigent leur thèse en anglais et la soutiennent en anglais. Très bien. Et dernière question, comment faire pour bénéficier d'un financement lorsqu'on vit en Afrique et qu'on aspire à faire une thèse en France ? Alors, tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, c'était l'ensemble des dispositifs que tu citais. Est-ce qu'il y a un élément de réponse en plus que tu souhaites donner ? Pas spécifiquement par rapport au lieu géographique, c'est d'une façon générale. Je pense que j'ai donné les éléments tout à l'heure qui sont applicables pour n'importe quel pays, je pense. Parfait.
Très bien. Merci beaucoup Fabrice, Candice et Giovanni pour vos témoignages qui étaient vraiment précieux. Je vais vous libérer puisqu'il va être temps maintenant pour nous d'accueillir 3 nouveaux intervenants. Donc on aura François Pradal, Stefano Dalponte et Manuel Vénier. Et on va maintenant pouvoir évoquer entre autres la mobilité à l'international, l'éco-tutelle et l'accueil des publics internationaux. Donc, nos invités s'installent. Il faut rappeler que le doctorat, c'est le plus haut niveau de diplôme universitaire en France et dans le monde, et qu'il est reconnu donc aussi bien à l'international que en France. Au niveau international, il a même une reconnaissance qui peut même être supérieure à beaucoup d'autres diplômes. Et puis le doctorat, et en particulier le doctorat français, c'est vraiment un passeport pour l'international, pour tous ceux qui souhaitent en fait tenter cette aventure. C'est d'ailleurs le choix qui est fait pour 33% de nos docteurs. Donc ici, nous allons aborder 2 aspects qui sont les mobilités possibles dans le cadre de la thèse et puis la thèse en co-tutelle. Alors, bonjour François Pradal. Vous êtes donc responsable du service recherche, programme et promotion au sein de Campus France. Et puis, au fond, vous êtes en charge de rendre le doctorat plus attractif et d'assurer la promotion de la recherche à l'international. C'est bien ça ? Oui, c'est un peu le rôle de Campus France d'être l'agence un peu entre les établissements d'enseignement supérieur, nos ambassades à l'étranger. Donc de faire mieux connaître la France. On pense qu'on a un système simple mais qui mérite parfois des explications. On a des responsables d'Espace Campus France un peu à travers le monde, plus de 200, et je sais que certains sont en ligne et je les salue. Et au niveau du service recherche dans ce domaine, on est là, on a un double rôle en fait, en pleine réciproque. On a des programmes réciproques comme les partenariats ubercuriens qui permettent notamment à des doctorants, quand ils sont dans des équipes, d'avoir des courtes mobilités à l'étranger et de pouvoir venir en France ou pour les doctorants français, de pouvoir partir sur un terrain à l'étranger. On a aussi le programme Make Our Planet Great Again, qui est un programme, alors plus au niveau post-doc, mais qui permet aussi à des étudiants internationaux qui ont eu leur thèse il y a moins de 5 ans, de pouvoir venir en France pour travailler sur les questions du changement climatique. Ça peut être les impacts sociaux des changements environnementaux jusqu'aux problèmes de transition énergétique, etc. Et je dis ça parce qu'après la thèse, c'est une possibilité. Et comme là, on est l'anniversaire des 10 ans de la COP21, c'est le seul programme du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français qui va être en augmentation. On peut avoir jusqu'à 80-100 bourses possibles cette année sur ce programme. Si vous avez des amis qui sont intéressés par ça, vous avez jusqu'au 5 décembre en tout cas pour pouvoir candidater. Et puis sur cet aspect promotion de la recherche et du doctorat. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses au sein du Forum Campus France, qui est un peu le rassemblement de tous les établissements français. On est en train de travailler sur un projet de simplification de co-tutelle de thèse, déjà pour que les établissements français soient d'accord sur une sorte de modèle. Et puis on est déjà en discussion avec la Tunisie, avec le Liban, pour essayer d'avoir un modèle. C'est une facilitation administrative, et c'est pas seulement des signatures électroniques ou autre chose, mais on s'est rendu compte que parfois il fallait 2 ans pour un étudiant avant que sa co-tutelle soit signée. Et donc là, on est en train d'essayer de voir tout ce qu'on peut faciliter, toutes les questions à se poser pour que l'étudiant commence sa thèse avec un contrat de co-tutelle. Et quand on dit co-tutelle, ça veut dire qu'on fait une thèse avec 2 établissements, par exemple au Québec et en France, et qu'en 3 ans, on a à la fois une thèse québécoise et une thèse française. C'est-à-dire que la même thèse ça fait 2 diplômes. Il y a d'autres types de contrats. Mais donc, c'est 2 diplômes en un. Et c'est quand même un vrai atout à l'international. Surtout qu'il y a des financements, en plus fléchés parfois par les ambassades de France, prioritaires sur les co-tutelles. C'est moins de 7% des étudiants en thèse, les co-tutelles. Mais c'est une coopération. Et derrière un étudiant en co-tutelle, en fait, c'est une coopération déjà demain. Et puis, c'est plus de relations académiques, mais aussi diplomatiques, scientifiques, économiques entre nos pays. Donc, ça, c'est vraiment important. Très bien, merci beaucoup. Donc Stefano Dalponte, bonjour. Vous êtes directeur adjoint en charge des relations internationales au Collège doctoral de l'UGA. Et Manuel Vénier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service International Students and Scholar Office, c'est ça ? C'est bien ça. Ok.
Donc, on a évoqué un peu la co-tutelle. Alors, Stefano, vous êtes d'origine italienne. Vous êtes enseignant-chercheur et directeur adjoint du collège doctoral en charge des relations internationales. Est-ce que vous pouvez, à votre tour, ça a déjà été un petit peu évoqué, mais est-ce que vous pouvez aussi nous réexpliquer concrètement ce que c'est que la co-tutelle et comment ça marche? Oui, François alors on a déjà dit beaucoup de choses, effectivement, mais j'ai rebondi volontiers parce que la co-tutelle, c'est un dispositif administratif avant tout, mais qui a le but de faciliter, de favoriser les échanges et la mobilité à l'international de doctorants, avec l'objectif final, comme le disait, d'obtenir un double diplôme. C'est ça l'intérêt final et grand intérêt de la co-tutelle, donc un diplôme français et un diplôme de doctorat dans l'université partenaire. Il y a des conditions, bien évidemment, qu'il faut respecter, et c'est pour cela qu'il faut établir une convention de co-tutelle avant de s'élancer. De concrétiser surtout pour concrétiser à la fin les doubles diplômes, parce que c'est effectivement ça l'intérêt final. D'accord, très bien, merci. Et Camille, on peut rappeler, tu nous l'as déjà dit, mais que tu es doctorante en co-tutelle, justement, avec l'Université du Québec à Montréal, au Canada. Alors, toi, est-ce que tu peux nous dire comment tu as trouvé ta co-tutelle d'un point de vue concret? Comment tu en es venue à la co-tutelle, justement? Oui. Alors, en fait, j'avais envie de revenir en France, parce que moi, je viens de France à la base. Et donc, j'étais partie au Québec et ça faisait déjà plus de 5 ans. Et donc, dans le cadre de ma thèse, j'avais entendu parler de la co-tutelle, mais on n'avait pas beaucoup évoqué. Et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant aussi, dans une perspective à plus long terme, de pouvoir avoir un diplôme qui peut aussi être validé dans le pays dans lequel j'aimerais ensuite être plus longtemps. Et du coup, j'en ai parlé avec ma directrice, avec le département aussi. Et après, c'est moi qui ai contacté les personnes pour avoir le document, pour aussi trouver l'enseignant. Donc, je voulais être en art de la scène. Donc, j'ai cherché tous les enseignants-enseignantes en art de la scène dans les universités en France. Je me suis fait un tableau Excel et puis des mails. Et puis, j'ai envoyé des mails. Et la première étape, c'était effectivement de trouver une directrice ou un directeur qui accepte. Et puis ensuite, on peut aller plus loin dans les démarches administratives. Ouais, donc ça a pris 1 an et demi, un peu moins de 2 ans. Ouais. D'accord. Et selon toi, qu'est-ce que, et puis aussi Stefano, qu'est-ce que ça apporte selon vous à un doctorant de pouvoir faire une co-tutelle? Peut-être Camille, si tu veux commencer. Et ben moi, je trouve ça vraiment très intéressant et très stimulant. Parce que je peux être... en fait, chaque université a son système qui soit scientifique, mais aussi associatif, etc. Et c'est aussi toute une culture, finalement. Et donc, moi, j'étais habituée à une université au Québec et j'ai vraiment redécouvert, en fait, l'université en France. Et en fait, c'est important aussi dans le long terme parce que ça me permet aussi de clarifier avec qui je veux travailler, puis du coup, comment je m'adapte aux personnes avec qui je veux travailler, parce que c'est pas forcément le vocabulaire globalement est le même, mais il y a quand même des différences dans la manière aussi de rédiger, même des mails informels, en fait, pour participer à des activités ou inviter aussi des chercheurs, c'est pas pareil non plus. Donc vraiment de découvrir et d'apprendre comment accéder à un réseau, de communiquer avec ce réseau, et puis aussi dans la recherche, on n'a pas non plus, même si la philosophie, il y a vraiment des textes canoniques à l'international, chaque pays a quand même aussi, ou chaque université, ses repères dans les philosophes desquels on peut se revendiquer. Donc c'était intéressant de confronter ce à quoi j'étais habituée pour découvrir comment ça fonctionne à l'UGA. Très bien. Et selon toi? C'est tout à fait très bien dit. On est confronté un peu à un choc aussi. On est en face à une culture différente qu'on ne connaît pas forcément. C'est une opportunité de grandir, de mûrir une expérience significative sur le plan personnel. C'est une expérience sur le plan scientifique. Ça permet d'acquérir des compétences qu'on ne retrouve pas sur place. Donc, on va forcément un peu les chercher ailleurs. Donc, c'est intéressant pour les doctorants, mais aussi pour la direction de la thèse. Ça permet de se construire un réseau, comme tu le disais, un réseau qui peut être aussi intéressant par la suite, parce qu'après une thèse, on cherche quelque chose d'autre, un postdoc, une insertion dans l'industrie, et donc ça multiplie les opportunités aussi. Oui, je comprends. Et l'effet d'avoir un double diplôme, bien évidemment.
Effectivement. Et est-ce que, inversement, il y a peut-être des vigilances à avoir ou des erreurs à ne pas commettre, des conseils que tu pourrais donner aux étudiants qui souhaiteraient justement faire une co-tutelle? Comme je disais, c'est avant tout c'est pas le premier point, mais c'est quand même une démarche administrative qu'il faut accomplir. Donc, ça fait partie des choses qu'on n'aime pas faire en général, mais c'est un peu nécessaire. C'est deux systèmes qu'il faut mettre en phase. Comme on le disait tout à l'heure, la thèse en France dure en général 3 ans, à l'étranger peut être 4 ou 5 ans. Donc, comment se mettre d'accord? Il faut rédiger un seul manuscrit. Dans quelle langue? C'est une seule soutenance, encore une fois, dans quelle langue? C'est pas forcément en français, ça peut être en anglais ou dans une troisième langue. Disons, chaque contrat ou chaque convention de co-tutelle, c'est un peu du sur-mesure. Donc, c'est différent des autres. Il y a un certain nombre de points qu'il faut établir, il faut décider à l'avance, justement pour ne pas avoir de surprises à la fin et valider l'ensemble de la démarche. Donc les conseils, je dirais, il y en a 3. Il faut se prendre à l'avance, se prendre à l'avance et se prendre à l'avance. D'accord, ça c'est clair. Très important d'anticiper. Là, c'est un exemple un peu long parce que d'habitude, c'est entre quelques semaines et quelques mois pour établir une convention de co-tutelle, mais je dirais c'est une bonne stratégie, par exemple, déjà d'entamer une démarche en phase de master, en fin de master, si on a déjà l'envie de faire, si on a déjà trouvé un financement des thèses et l'envie c'est d'aller vers une co-tutelle, pourquoi ne pas commencer tout de suite la démarche, même au niveau du master? Période idéale, c'est la première année. Dernier délai, je dirais, c'est un peu le début de la deuxième année de thèse. D'accord. Et parce que inversement, il y a des critères spécifiques justement pour faire une co-tutelle ou pas? Les critères qu'il faut absolument respecter, c'est il faut au moins un tiers du temps dans l'université, dans une des deux universités, donc ça c'est un peu la base. Il faut bien évidemment aboutir à cette convention des co-tutelles qui soit signée. Encore une fois, il y a des points qui sont importants. Encore une fois, la langue de rédaction, les modalités de composition du jury, les périodes qu'il faut faire dans une université ou dans l'autre. Voilà, c'est des critères qu'il faut respecter. On comprend aussi la raison. Et ça peut prendre du temps et donc ça peut apporter un retard ou faire sauter même la co-tutelle. C'est bien évidemment quelque chose qu'on n'espère pas, mais ça peut arriver. Et dans ces cas-là, on peut parler d'une co-direction par contre. D'accord. Donc on peut avoir effectivement 2 directeurs de thèse en France et à l'étranger, mais on n'arrive pas à avoir ces fameux doubles diplômes auxquels on aspire, on va dire. D'accord, je comprends. Je rajouterai juste une chose, désolé, les collèges doctoraux, là aussi pour cette raison. Au collège doctoral, il y a des personnes qui sont très compétentes, qui ont l'expérience depuis de nombreuses années dans les montages de ce type de projets et sont là pour aider justement les doctorants qui souhaitent avancer sur un projet de co-tutelle. Je complète un peu les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure. Au niveau du doctorat, l'UGA a des conventions avec plus de 100 universités dans plus de 40 pays différents. Et si jamais on tombe sur un cas qui n'est pas déjà, on va dire, en contact ou avec une convention avec l'UGA, il est tout à fait possible de monter de nouveaux contrats, de nouvelles conventions, sachant toujours que ça demande un certain temps pour être mis en place. Donc le maître mot, c'est anticipation. Tout à fait. Mais toute la bonne volonté est là, parce que ça fait partie des objectifs et de l'expérience aussi que l'UGA a pu développer au cours de ces années au niveau international. Merci beaucoup. François, j'aimerais revenir sur la question des sujets et des financements. Comme ça a été dit, nous avons de nombreux étudiants internationaux avec nous et ils se disent, je suis à l'étranger, comment je fais pour trouver des sujets et des financements? Alors, toi, t'en penses quoi? Sur les sujets, souvent on a des idées brillantes mais qui ont déjà été traitées auparavant. Donc, il y a un site thèse.fr qui permet de recenser un peu toutes les thèses qui ont déjà été écrites. Après, ça n'empêche pas de faire une antithèse à une thèse déjà existante ou d'en faire la synthèse. Mais en tout cas, il faut déjà commencer par avoir une bibliographie pour savoir tout ce qui a été écrit sur la question. Sur la question des financements, c'est une question d'autant plus difficile qu'ils sont obligatoires. C'est-à-dire qu'en doctorat, il ne s'agit pas de payer. Les frais d'admission en doctorat sont les mêmes pour les doctorants internationaux ou les doctorants français. C'est-à-dire assez mineur, 380 € par an. Par contre, il s'agit de se faire payer. Et c'est peut-être plus difficile parfois. Et même si vous avez un riche oncle milliardaire, ça ne pourra pas, les financements personnels ne sont pas acceptés. Aujourd'hui, depuis la loi de programmation recherche en 2020, chaque année, par tranche de 100 €, il y a une augmentation, on va arriver à 2 300
700 € bruts, c'est-à-dire à peu près un peu moins de 2000 net. Et donc, il faut trouver ce financement, et c'est d'autant plus vrai pour les étudiants internationaux que sans ce financement, ils risquent de ne pas avoir le visa talent auquel ils sont éligibles comme doctorants-chercheurs. En fait, quand on est doctorant, on est à la fois étudiant et chercheur déjà. Et donc, le visa talent permet notamment de voyager avec sa famille. Et à partir de 1700 € net, vous avez la possibilité de voyager avec votre famille et pas seulement de façon célibataire. Pour ça, les sources de financement, elles sont à voir déjà par l'université qui propose la thèse. En général, en sciences techniques et santé, les financements sont associés à un projet de thèse. Quand vous allez sur le portail de la recherche, qui est un peu le portail organisé par Campus France, mais avec des offres de thèse de différentes universités, de la DOUM, de l'association Bernard Grégory, il y a souvent des financements qui sont proposés. Et parfois, financement partiel, mais avec les possibilités de complément. Alors, l'avantage dans une co-tutelle, par exemple, c'est que le financement est mixte. Et sur les voyages, et sur les séjours, et sur le financement de la thèse. Donc là, c'est du 50-50, 50% pour l'université d'origine, 50% pour l'université d'accueil. Et donc, ça peut aussi faciliter les choses avec une préférence pour les ambassades de France de donner des bourses pour les étudiants en co-tutelle. C'est un peu la voie royale. Pour d'autres, il est toujours possible de demander l'aide des services culturels des ambassades de France. De voir également, alors pour les chiffres, c'est beaucoup plus facile parce qu'en général, à 100%, l'entreprise qui vous accueille va financer à 100% le doctorat. Et puis parfois, il y a des fondations. On a un portail qui n'est pas toujours très précis, mais Campus Bourse vous permet en tout cas de voir ça. Et puis sur le portail de la recherche de Campus France, vous avez ces possibilités de financement. Mais encore une fois, ce n'est pas des financements individuels, ça doit être des financements qui viennent d'institutions qui financent la recherche, les universités, les ambassades, les gouvernements étrangers aussi. Il y a parfois des bourses de votre gouvernement. Je pense au Mexique, au Kazakhstan, à d'autres pays où il y a des programmes de bourse. Et donc là aussi, il faut s'y prendre à l'avance pour candidater à l'avance. Parce que sans les financements, on ne peut pas commencer sa thèse. Et justement, sur les financements, on a bien compris les financements qui viennent d'être évoqués. Est-ce qu'il y a des spécificités à l'Université Grenoble-Alpes en plus de ce qui vient d'être cité ou pas forcément? Non, il n'y a pas de financement spécifique aux co-tutelles, mais effectivement, il y a la possibilité via Campus France ou via des bourses type les bourses Eiffel, les bourses IRGA. Ça existe. D'accord. Donc, à propos du programme Eiffel, c'est vrai qu'il y a des possibilités de financement qui étaient auparavant sur 18 mois, qui peuvent aller jusqu'à 36 mois. Et donc, il y a plus de quelques centaines de doctorants qui ont été financés entièrement par Eiffel. Et là, c'est des financements à 100%. L'avantage, c'est qu'Eiffel finance tous les domaines. Non seulement l'ingénierie, mais aussi le droit, la littérature. Et on sait qu'en sciences humaines et sociales, parfois, il est plus difficile de trouver des financements. Et là, pour le coup, avec Eiffel, vous avez en plus l'accueil et les séjours culturels qui sont pris en charge. Toi, Camille, tu avais eu un financement spécifique dans le cadre de ta co-tutelle ou pas? Moi, j'ai eu un financement, en fait, principalement du Québec. D'accord. Et ensuite, j'ai pu faire des vacations à l'UGA, donc d'être payée pour des enseignements. Et j'ai notamment pu le faire aussi parce que pour les vacations, il faut aussi prouver qu'on a un autre revenu, en fait. Et donc, j'ai pu expliquer que c'est la bourse que j'ai du Québec qui me permet de subvenir à mes besoins et donc, du coup, qu'effectivement, je peux enseigner un peu en France. Donc, c'est surtout comme ça, ouais. Merci beaucoup. Donc, on l'a vu, l'international au niveau du diplôme du doctorat, il est vraiment prépondérant. Et donc maintenant, on va discuter aussi de la mobilité, qui est fortement, on l'a dit, favorisée et incitée, pour laquelle il existe des financements qui sont offerts au niveau de l'Université Grenoble-Alpes, au niveau des écoles doctorales et au niveau des laboratoires. Alors Stéphano, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces financements de mobilité ? Les financements de mobilité, oui, il y a effectivement des bourses et des financements spécifiques pour la mobilité. En fait, il y a plusieurs mécanismes. Ça peut aller dès quelques mois d'aides à la mobilité. Ça peut effectivement couvrir l'ensemble de la thèse, comme par exemple les bourses Eiffel. Encore une fois, c'est un peu au cas par cas et disons, ça fait partie des appels aux projets, appels d'offres auxquels il faut répondre quand on se lance dans un projet des co-tutelles. D'accord.
Manuel Venier, vous êtes donc responsable, on l'a dit, du service International Students and Scholar Office, donc ISO. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle de votre structure justement au sein de l'UGA ? Alors oui, avec plaisir. Donc on l'a dit, le doctorat, c'est un environnement fortement international avec près d'un doctorant sur deux qui est étranger. Donc dans tous les laboratoires de l'UGA, il y a une population étrangère très importante. Et cette population, donc les nouveaux étudiants d'ailleurs qui nous écoutent et qui voudraient faire un doctorat, pour les étrangers, ils sont confrontés donc à un double défi, c'est appréhender l'environnement du doctorat. Qu'est-ce que c'est qu'un doctorat ? Voilà, comment on se prépare à son sujet. Et c'est aussi appréhender un nouvel environnement de vie, un nouveau cadre de vie, donc une nouvelle ville, mais aussi un nouveau pays. Donc il y a des codes, des façons de fonctionner qui peuvent être un petit peu différentes, et aussi des procédures administratives. Et donc pour les aider sur cette deuxième partie administrative, l'Université Grenoble-Alpes a mis en place un service d'accueil et d'accompagnement dédié à tous les publics internationaux, qui s'appelle donc l'International Student and Scholars Office. On l'appelle par son acronyme ISO. Et donc le rôle de notre service est de fournir une information et un accompagnement sur donc, la préparation à l'arrivée, et de répondre aux questions tout au long du séjour sur les aspects administratifs. Donc pourquoi l'existence d'un tel service ? Alors effectivement, l'université souhaite aussi accompagner ses doctorants et aussi leur permettre de vraiment se concentrer sur l'objet de leur séjour, qui est la recherche. Parce que alors, les démarches administratives à l'arrivée en France, elles ne sont pas forcément si complexes que ça. On peut en avoir une image depuis l'étranger de l'administration française qui est catastrophique, mais ce n'est pas forcément si complexe, mais il y en a néanmoins un certain nombre, et il faut les faire correctement, parce que dans certains cas, quand on ne s'y préoccupe pas bien dès le début, on peut avoir par contre des situations qui deviennent compliquées. Qui deviennent bloquantes. Qui deviennent bloquantes, et voilà, une fois qu'on s'est engagé dans une démarche qu'on n'a pas forcément bien faite ou qu'on a laissé traîner, là, ça peut devenir problématique, et on a des personnes qui peuvent dépenser du temps et beaucoup d'énergie sur des problématiques qui pourraient être largement évitées. Donc on essaye justement, nous, d'informer en amont via un site internet, qui est le portail international de l'Université Grenoble-Alpes, donc sur lequel alors pas que les doctorants d'ailleurs, les étudiants, mais aussi les doctorants et les chercheurs peuvent trouver l'information en bilingue, en français et en anglais, pour préparer leur séjour. Donc sur le logement, sur la procédure de demande de visa, sur après les démarches à effectuer sur le titre de séjour une fois en France, sur l'ouverture de compte en banque, l'assurance maladie, enfin voilà, toutes les démarches administratives qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. D'accord. Et donc, après, pour les personnes aussi qui n'arriveraient pas à trouver l'information sur le site web, on a aussi des lieux d'accueil qui sont ouverts toute l'année sur le campus de Valence et sur le campus de Grenoble, où les personnes peuvent venir nous voir, comme je l'ai dit, tout au long de l'année pour qu'on réponde à leurs questions. D'accord, donc en fait, vous côtoyez vraiment beaucoup de cultures étrangères au quotidien au sein de votre structure. Vous en avez combien, par exemple, de nationalités au sein de l'Université Grenoble-Alpes ? Alors, au sein de l'université, il y a environ 150 nationalités qui se côtoient sur le campus. Alors, sur le doctorat, on n'a pas les chiffres vraiment précis sur les doctorants, ça comprend aussi les étudiants. Mais effectivement, au quotidien, on a vraiment de toutes les nationalités. Et donc, nos équipes d'accueil, évidemment, peuvent enseigner en français et en anglais, à minima, tous les publics qui se présenteraient. Très bien. Donc, si par exemple, moi, je suis doctorant étranger, je ne parle pas du tout français, je dois m'installer à Grenoble, qu'est-ce que l'ISO concrètement va faire pour moi ? Vous l'avez déjà un peu évoqué, mais d'un point de vue concret, dans quel type de démarche vous pouvez m'accompagner en fait ? Alors, il y a plusieurs étapes. La première question qui se pose en général, c'est le logement, pour les démarches administratives quand on va dans un autre pays. Donc là, on peut les accompagner. Alors, c'est l'accompagnement à distance. Et l'université n'a pas à disposition des logements. On ne gère pas de logement directement. D'accord. Donc, notre rôle, ça va être d'informer les publics sur l'offre de logement accessible, les coûts, les procédures, qu'est-ce qu'un bail, sensibiliser aussi sur les arnaques, par exemple, qui peuvent arriver aussi. Il y a aussi ce genre d'aspect. Et puis, mettre en relation avec des partenaires. Donc, on a des partenariats avec des structures qui proposent des logements pour faciliter une mise en relation ou mettre en relation à des conditions avantageuses. Donc ça, c'est un premier niveau d'accompagnement qu'on va faire en amont de l'arrivée. Et puis, à l'arrivée, ce qu'on conseille en général, c'est effectivement dans les premières semaines, une fois que la personne s'est installée, a posé ses valises et a fait ses premières démarches, de venir nous voir, de consulter le site web dans un premier temps et puis ensuite de venir nous voir pour poser ses questions. Et on fait un point avec la personne pour balayer ensemble toutes les démarches qui sont effectuées. Et puis après, encore une fois, tout au long des séjours, il y a des choses qui apparaissent comme ça, qui n'étaient pas forcément pensées au début et qui se posent au bout d'1 an, 2 ans peut-être de séjour. Et on sera aussi là pour répondre ponctuellement aux questions si besoin. Parfait, merci. Stéphano, donc toi, tu es italien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire justement de ton ressenti de cette culture internationale au sein de l'Université Grenoble-Alpes ? Je dirais que c'est très développé. Et il y a une forte sensibilité justement sur cet aspect des cultures
internationale. Et je rajouterais aussi, bon, ça c'est un peu mon expérience personnelle, les choses ont beaucoup changé, évolué dans les bons sens, si je peux dire comme ça, même en France, dans le sens, souvent l'image qu'on a, c'est en France, on parle français, c'est tout. C'est plus vrai, c'est encore vrai, mais c'est plus vrai en quelque sorte. Dans les laboratoires, on parle en anglais, on entend parler toutes les langues, français, italien, espagnol, anglais, et la langue, c'est pas du tout un obstacle, je dirais. Même quand on est confronté avec les services administratifs à l'université, je dirais, tout le monde parle anglais, on arrive à se comprendre, on arrive à régler les problèmes. Et donc, je dirais, encore une fois, c'est une culture qui est très développée, auquel l'UGA tient beaucoup et qui se développe jour après jour. Et ça ne doit pas du tout être, comment dire, un obstacle où il ne faut pas se censurer vis-à-vis du fait qu'on ne parle pas français, par exemple. Oui. Et au niveau de la qualité de l'environnement universitaire, est-ce qu'il y a aussi des arguments, hein, peut-être, pour Grenoble, peut-être, je sais pas, les montagnes, les activités qui peuvent y être associées, tout ce qui est écosystème d'innovation? Est-ce que chacun d'entre vous, vous avez peut-être des éléments sur ce point-là? Non, moi, à Campus France, on fait la promotion de toutes les universités, de tous les doctorats. J'imagine. Donc, Grenoble, c'est fantastique. Hein, il suffit de voir le campus, c'est très aéré, etc. Je crois qu'après, c'est vrai qu'il y a un vrai avantage, en tout cas, d'être hors de la région parisienne. C'est que les conditions d'accueil et de logement, notamment, sont en général plus faciles que quand on est en région parisienne. Mais après, je crois qu'il faut aller là où sa spécialité amène à trouver le doctorat qui correspond le mieux et l'école doctorale qui correspond le mieux à ses intérêts et son projet de recherche. C'est quand même la première question à se poser. Il y a quand même des à côté, effectivement, à Grenoble qui sont non négligeables. Et effectivement, la présence de montagnes, on est au cœur des Alpes, hein, on a 3 massifs montagneux, donc tout ce qui est randonnée, ski, activités nordiques, il y a effectivement beaucoup d'activités qui sont proposées. Il y a de quoi faire en général, les doctorants en profitent assez bien. Hein. Mais ça, il faut poser les questions aux intéressés, effectivement. Tout à fait. C'est vrai que le campus grenoblois, il a été qualifié parmi les 10 plus beaux campus d'Europe, parce qu'il a un grand campus, entre guillemets, dit à l'américaine. Donc c'est notre petit moment promotion, mais voilà, c'est aussi des aspects qui peuvent questionner, j'imagine, lorsqu'on est à l'international et qu'on se demande justement comment est-ce que je choisis une ville, un campus. Donc il y a effectivement, bien évidemment, hein, les aspects scientifiques et de spécialisation, mais puis il y a aussi des choses qui ont attrait aussi à la qualité de vie et à l'accompagnement qui est proposé et qu'on a vu ensemble. On peut peut-être prendre quelques minutes pour répondre aux questions un peu plus spécifiques qu'on a eues lors de vos différentes interventions. Alors, il y avait une question sur les critères pour obtenir un contrat de co-tutelle. Donc ça, on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a une question qui demande si on est déjà doctorant, est-ce qu'on peut faire une co-tutelle? Donc ça, c'est pareil, ça a été évoqué. Si on répond justement, si on arrive à mettre en place un contrat de co-tutelle en respectant les conditions, en particulier celles d'un temps minimum passé dans chacune des universités, la réponse est oui. Ok. On a un étudiant qui s'appelle donc Fidi qui aimerait réaliser une thèse en co-tutelle internationale, mais il rencontre des difficultés pour trouver, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comment est-ce que j'identifie les interlocuteurs. Donc lui, il a du mal à trouver un directeur de recherche à l'université de Grenoble. Ça freine ses démarches. Alors, est-ce que vous auriez peut-être des conseils ou des contacts pour l'aider à identifier un professeur qui a une HDR, voilà, comment est-ce qu'on s'y prend quand on ne connaît pas trop l'environnement? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait la possibilité via des professeurs en local qui font de la mise en relation, mais est-ce que peut-être vous avez chacun d'autres pistes face à ce genre de questions qui a priori sont récurrentes sur le chat? Moi je crois que c'est pas un travail solitaire. Faire un doctorat, c'est de la haute couture. Et pour trouver les financements et pour trouver d'abord un directeur de recherche. Et donc, je dirais, s'il veut faire une thèse, c'est qu'il a un professeur dans son pays qui considère qu'il est l'excellent, voire le meilleur étudiant. Et donc, il faudrait surtout qu'il lui demande de l'accompagner pour connaître les contacts et qu'il voit au niveau des universités s'il y a un accord déjà existant avec l'université de Grenoble ou s'il doit faire un travail de pionnier pour ouvrir cette coopération. Je peux peut-être ajouter. Bien sûr. Je pense qu'effectivement, il y a des personnes qu'on connaît déjà dans nos propres universités qui peuvent nous aider. Moi, j'ai aussi sollicité plein de monde en dehors de l'université. Parce que c'est vraiment une épreuve...
Enfin, c'est compliqué, ça prend du temps, on ne sait pas du tout si ça va aboutir. Puis c'est stressant, en fait, déjà de se sentir légitime en tant que chercheur, mais alors en plus de devoir se vendre vis-à-vis des personnes qu'on ne connaît pas, c'est tout un défi. Et donc, et surtout quand on n'a pas de réponse aussi par rapport à des personnes qu'on essaye de solliciter, notamment par mail, mais qu'on n'a jamais rencontrées. Donc je pense qu'il y a effectivement les personnes qui nous connaissent déjà, donc les professeurs qui ont pu nous donner cours, même si ce n'est pas forcément nos directeurs ou directrices, et de leur demander leur avis, de leur demander si eux-mêmes effectivement ou elles-mêmes connaissent des gens. Il y a aussi notre entourage, donc si vous avez des personnes peut-être autour de vous qui ont déjà fait ces démarches ou qui seraient prêts à prendre, je ne sais pas, une après-midi avec vous et juste lire le document, ça peut alléger aussi. Et puis sinon, vraiment, il y a quelque chose, je trouve, d'oser. Enfin, je sais qu'il y a quelque chose aussi de privilégié de dire ça, mais c'est difficile d'avoir confiance en soi et je crois qu'il faut trouver, c'est pour ça aussi le rôle des personnes autour, de vraiment bâtir sa confiance en soi et se dire je peux envoyer un mail en fait, et puis si j'ai pas de réponse, je relance et je relance parce que en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas forcément le temps, ou ça s'est perdu dans le courriel ou dans le mail. Et donc, de relancer, ça peut être au bout de quelques semaines, mais ça peut être aussi la semaine d'après, de trouver le numéro de téléphone, de trouver aussi, du coup, comment est-ce que c'est les quelques chiffres que je dois ajouter parce que c'est un téléphone français, puis d'appeler le secrétariat et d'oser attendre et dire, OK, il y a quelqu'un qui va répondre. Mais donc, je pense que c'est quand même un combat et qu'il faut être entouré par des gens autour de nous, pas lâcher, et puis pas que demander à notre direction, mais aussi à des profs à qui on a pu donner cours. Parce que je trouve que souvent, on se le permet pas. On se dit, j'ai déjà osé juste à mon directeur ou à ma directrice, je vais pas vraiment aller plus loin parce que c'est déjà énorme ce que j'ai fait, mais en fait, si, ils sont aussi, ou elles sont aussi là pour ça. Donc, et puis ça peut être des gens aussi qui nous donnent un retour qui peut aussi renforcer la confiance en nous. Bien sûr. Donc, c'est ça un peu que je dirais. Donc, être aussi, proactif et oser, en fait, si je résume, être entouré, oser, être proactif, contacter par soi-même des personnes qu'on identifie peut-être sur les différents sites internet ou sur des publications sur des sujets qui nous intéressent. Alors, on a une autre question qui nous est arrivée, c'est est-ce qu'on peut faire une CIFRE en co-tutelle et si oui, quelles sont les conditions ? La réponse est oui. D'accord. Déjà répondu et les conditions restent les mêmes. Il faut rajouter un interlocuteur dans la convention qui est l'entreprise qui finance la thèse à CIFRE. Donc, ça risque de rallonger un peu les temps pour la mise en place. Encore plus. Voilà, exactement. D'accord, mais c'est les mêmes conditions. Simplement, on anticipe encore plus parce qu'on doit mettre une partie en plus dans la convention. Très bien. Et la NRT, en tout cas, a développé des facilitations avec certains pays. On parlait de l'Inde avec Clarisse en juillet, il n'y a pas longtemps, mais également avec d'autres pays. Donc, il y a même des pays où ça peut être facilité. D'accord. Donc, il faut aller sur le site de la NRT pour savoir là où ça a été pris en charge de façon à faciliter les co-tutelles en CIFRE. D'accord. Et est-ce qu'il existe un accompagnement pour la rédaction du projet pour les doctorants internationaux, justement ? C'est à eux de le trouver, mais en tout cas, qu'ils aillent voir leur prof. Le premier truc, mais même pour les financements. Le professeur qui croit en vous et qui voit en vous un futur chercheur, il est là aussi pour vous aider à expliquer tout ça. Donc, bien sûr qu'on ne va pas envoyer un projet, et c'est jamais un projet de thèse, mais l'idée d'un projet de thèse, notamment... Ce qui se passe, c'est qu'en sciences et techniques et en santé, on répond à un projet. En sciences humaines et sociales, en France, on doit formaliser un projet qui va évoluer. Parfois, je me rappelle d'un étudiant tadjik qui voulait travailler sur le Tadjikistan et la mondialisation. Et en fait, il a travaillé en philosophie sur l'évolution des traductions d'Avicenne. Donc, entre son point de départ et son point d'arrivée, il a très bien réussi. Et donc, vous voyez, il y a vraiment des évolutions possibles. Mais ce qu'il faut, c'est se faire relire et avoir beaucoup de monde autour de soi, dans les professeurs qui croient en vous, parce que c'est eux qui vont vous recommander. C'est comme ça que vous allez trouver des financements et c'est comme ça aussi que vous allez trouver le bon sujet de thèse et le bon directeur de thèse à Grenoble ou partout en France. Et réussir à rédiger le projet de la bonne manière, quoi. Voilà. Si je peux ajouter aussi de demander des exemples. Oui. De lire en fait des projets
possiblement, parce que faire un retour sur ce qu'on a fait, ça peut aussi parfois décourager parce que ça demande du temps. Donc si on peut aussi demander est-ce que vous connaissez déjà une personne qui a rédigé un projet, est-ce que vous pourriez me le transmettre, ou alors d'être en contact avec cette personne-là, comme ça elle peut aussi me transmettre ce qu'elle a déjà fait, puis que si elle a un peu du temps, me partager aussi son expérience, ça peut être une autre manière aussi que par le biais des professeurs. Ouais. Et parfois, c'est peut-être bien pour préparer une thèse en France de reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire de refaire peut-être une année de master pour s'initier à la méthodologie de la recherche en France et la méthodologie de la rédaction, etc., pour enchaîner sur un master. C'est aussi une façon de faire sa thèse en 4 ans plutôt qu'en 3, Bien sûr. ce qui est parfois pas inutile. Donc, n'hésitez pas aussi à penser à cette option, c'est-à-dire Tout à à fait. rentrer par le master, ce qui est plus facile après pour rentrer en thèse que de rentrer directement en thèse. Parfait. Eh bien, je vous remercie beaucoup tous. Cette séquence va prendre fin. Merci donc à notre invité François Pradal de Campus France. Merci à notre doctorante Camille et puis aussi à ceux qui sont partis déjà, mais Candice et Giovanni. Et puis merci donc à Manuel, Stéphano et puis à Fabrice qui était là tout à l'heure, qui sont donc à l'UGA. Merci à tous les étudiants en ligne. Si jamais il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser auprès du collège doctoral de l'UGA. L'équipe se chargera de répondre aux questions qui auraient pu rester en suspens ou qui vous viendront peut-être à l'issue de cette intervention. L'adresse, elle est indiquée dans le chat. Et puis surtout, ne partez pas, car nous vous proposons maintenant d'aller à la rencontre d'une de nos 13 écoles doctorales thématiques. La plupart d'entre vous sont déjà inscrits pour l'une d'entre elles. Donc il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes affecté par l'organisation dans la salle qui correspond à l'école doctorale de votre choix, avec laquelle en fait vous vous êtes renommé, soit vous pouvez choisir librement votre école doctorale d'affectation en cliquant sur le bouton qui se situe en bas de votre écran, salle de répartition, pour afficher le panneau des salles et leur correspondance. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'école doctorale de votre choix dès maintenant. Ça peut prendre un petit peu de temps parce que vous êtes très nombreux, mais n'hésitez pas à le faire. Pour celles et ceux qui ne savent pas quelle école doctorale rejoindre, je vous propose de vous aider en vous faisant une petite présentation rapide de chaque école. Donc la première école doctorale Chimie et Sciences du Vivant, donc CSV, elle propose un périmètre thématique large avec 15 spécialités qui vont de la chimie à la biologie et à la santé, avec des axes forts qui se situent dans les domaines de la biologie structurale, de l'ontogenèse et de l'oncogenèse. Il y a aussi des neurosciences, de la chimie moléculaire, de la chimie pour le vivant, de la microbiologie, de la virologie, de la biologie végétale et de l'écologie. Il y a une seconde école doctorale ingénierie pour la santé, la cognition et l'environnement, donc les 10, que je présenterai plus tard, qui a des champs thématiques assez proches. Donc la deuxième école, c'est l'école doctorale électronique, électrotechnique, automatique, traitement du signal, donc EEATS, qui propose 5 spécialités: automatique, productique, génie électrique, signal, image, parole, télécom, optique et radiofréquence, et nanoélectronique et nanotechnologie. La troisième école, c'est l'école doctorale ingénierie, matériaux, mécanique, environnement, énergétique, procédés, production, donc IMEP, qui propose 5 spécialités autour de l'ingénierie, donc l'électrochimie, la mécanique, le génie civil, les matériaux et mécanique des fluides, énergétique et procédés, et le génie industriel pour la conception et la production. La quatrième école, c'est l'école doctorale ingénierie pour la santé, la cognition et l'environnement, donc l'EDIS, qui forme les doctorants à une ingénierie d'acquisition, de traitement et de modélisation des données, avec pour objectif d'élucider les mécanismes mis en jeu dans les grandes fonctions des systèmes vivants. Donc c'est la relation avec leur environnement, la cognition, l'action, et ce autour de 5 spécialités. La biotechnologie, l'instrumentation signal et imagerie pour la biologie, la médecine, l'environnement, les modèles, méthodes et algorithmes en biologie, santé et environnement, les sciences cognitives, psychologie cognitive et neurocognition, l'imagerie, l'ingénierie de la cognition, de l'interaction, de l'apprentissage et de la création, le mouvement et le comportement pour la santé et l'autonomie. C'est aussi mon école doctorale. La 5e école, c'est l'école doctorale langue, littérature et sciences humaines, donc LLSH, qui représente la recherche en lettres, en langue, en sciences du langage, en didactique, en communication, en journalisme et en art.
La 6e école, c'est l'école doctorale mathématiques, sciences et technologies de l'information, informatique, donc MSTI, qui propose 4 spécialités, les mathématiques appliquées, mathématiques informatiques et l'informatique. À l'Université Grenoble-Alpes, nous avons la chance de bénéficier d'un des 4 instituts interdisciplinaires français en intelligence artificielle. L'école doctorale bénéficie de ce point de vue-là d'un grand nombre de sujets de thèse, de retombées de haut niveau en recherche, et elle a beaucoup de partenariats avec des entreprises. La 7e école, c'est l'école doctorale de philosophie, philo. Elle est monothématique, mais elle développe 3 axes, avec en particulier pratique, valeurs, normes, institutions, esprit et cognition, et histoire de la philosophie. La 8e école, c'est l'école doctorale de physique, donc FIS, qui regroupe 8 spécialités, l'astrophysique et les milieux dilués, la nanophysique, la physique appliquée, la physique de la matière condensée et du rayonnement, la physique des matériaux, la physique subatomique et astroparticules, la physique théorique et la physique pour les sciences du vivant. La 9e école, c'est l'école doctorale de sciences économiques. Elle intervient sur les thématiques de l'économie industrielle, de la politique économique, de l'économie internationale, de l'économie expérimentale, de la consommation, de l'énergie, de l'innovation, du travail, du développement durable et de la monnaie. La 10e école, c'est l'école doctorale sciences de gestion qui exerce dans le domaine des sciences de gestion et du management au travers de 5 spécialités: finance, comptabilité, contrôle audit, gestion des ressources humaines, management stratégique, entrepreneuriat, innovation, marketing, système d'information et supply chain management. La 11e école, c'est l'école doctorale sciences de l'homme, du politique et du territoire, donc SHPT, qui est une école pluridisciplinaire avec 14 spécialités qu'on peut regrouper autour des thématiques de recherche comme la sociologie, les sciences de l'éducation, la psychologie, l'histoire de l'art, l'histoire des sciences, les sciences politiques, la géographie, l'urbanisme et l'architecture. La 12e école, c'est l'école doctorale sciences juridiques avec 9 spécialités, l'administration publique, les domaines du droit, bien sûr européen, mais aussi international, pénal, privé, les droits de l'homme, l'histoire du droit, la sécurité internationale et la défense. Et la 13e école, c'est l'école doctorale sciences de la Terre, de l'environnement et des planètes, donc STEP, qui est une école avec 3 spécialités, donc sciences de la Terre et de l'environnement, géographie physique et environnementale et planétologie. J'espère que vous avez maintenant trouvé votre école de prédilection. Pour ma part, j'ai terminé mon intervention. Je tenais à vous remercier une nouvelle fois pour votre présence. Nous espérons vraiment que ce forum vous aura permis d'en savoir plus sur le doctorat en France et nous espérons donc vous revoir très prochainement en doctorat au sein de l'Université Grenoble-Alpes.